Bonjour Bastien Renouille, on vous retrouve en direct de Djibouti, là où les Français coordonnent les rapatriements. Théoriquement, ce cessez-le-feu donc va permettre d'accélérer les départs, on en est où? Eh bien, comme vous l'avez entendu dans le sujet qui précédait mon intervention, l'opération française, elle, est terminée. Plus de 500 personnes ont été évacuées. L'opération qui est terminée la nuit dernière, dont plus de 200 Français et des personnes de 36 autres nationalités, des Européens, des Africains ou encore des Asiatiques. Mais si l'opération française, eh bien, s'est terminée, cela ne signifie pas pour autant que toutes les opérations internationales le sont pour autant. On a appris aujourd'hui que les États-Unis cherchent à organiser une nouvelle opération après avoir évacué leurs diplomates. Il semble que les Britanniques aussi sont en train d'organiser une opération sur place. Et je discutais tout à l'heure avec un diplomate irlandais qui me disait qu'il y avait encore entre 60 et 70 Irlandais présents à Khartoum et qu'il essayait de trouver une solution pour pouvoir les sortir de là en coopération avec d'autres pays. Donc vous le voyez, de nombreux pays qui essaient toujours d'extraire leurs citoyens du Soudan via le pont aérien entre Djibouti et le Soudan ou entre d'autres pays et le Soudan. Mais voilà, ces ponts aériens ne sont pas la seule solution. Il y a aussi la route qui permet à de nombreuses ambassades qui n'ont pas suffisamment de moyens pour affréter des avions, pour envoyer des militaires sur place, eh bien d'aller vers Port-Soudan, cette ville située au nord-est du pays, à côté de la mer Rouge. Et là-bas, eh bien, la situation est relativement sous contrôle de l'armée. Il n'y a pas de combat et ils attendent d'être évacués. Il y a notamment 700 employés de l'ONU qui sont arrivés sur place, sur plus de 4500 dans le pays, en incluant les employés soudanais. 700 personnes qui attendent de pouvoir, elles aussi, bien quitter le Soudan. Mais voilà, l'ONU me disait, des responsables de l'ONU me disaient qu'il est difficile d'organiser cette évacuation. Ils doivent trouver des pays partenaires pour pouvoir la mener à bien. Donc ils recherchaient bien des pays qui voulaient bien participer. Cela pourrait peut-être être la France. On sait qu'il y a un bateau militaire français qui est en train d'arriver à proximité de Port-Soudan. Donc peut-être que ce sera la solution. Et enfin, mentionnons aussi tous les Soudanais qui sont encore bloqués à Khartoum, car eux n'ont pas la chance d'avoir des ambassades qui peuvent les évacuer. Ils sont encore des millions bloqués dans la capitale. Ils cherchent par tous les moyens à la quitter, mais c'est toujours extrêmement compliqué. Merci Bastien Renouille, envoyé spécial France 24 à Djibouti. Et bonjour Roland Marchal. Merci de répondre à ces quelques questions. Vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes l'un des meilleurs experts sur le Soudan. On va parler dans un instant de ces évacuations et de ce que ça dit. Mais d'abord sur ce cessez-le-feu arraché par les Américains. Il semble qu'il soit globalement respecté. Est-ce qu'on peut parler d'une petite percée diplomatique grâce aux Américains? Ils ont su visiblement convaincre les deux parties. Écoutez, pour l'instant, il s'agit de faire sortir des étrangers. Les deux protagonistes ont besoin d'un certain soutien ou d'une certaine acceptation internationale. Donc, tactiquement, pour eux, ça ne leur coûte pas grand-chose. Ils le font. La vraie question, c'est un cessez-le-feu qui déboucherait sur des négociations intra-soudanaises. Et là, ça me semble pour l'instant encore difficile, pas impossible, mais difficile. Oui, parce que Anthony Blinken précise que cette trêve donnera lieu à un dialogue sur les modalités d'un cessez-le-feu définitif. Là, pour l'instant, visiblement, on en est encore très loin. Si vous voulez, un cessez-le-feu définitif, ça implique un accord, un comité de vérification, une espèce de tentative de mettre en place des sanctions. Enfin, c'est quand même un appareil à la fois militaire pour suivre la situation sur le terrain et puis quand même un minimum d'accords politiques qui pour l'instant sont inexistants. Il faut espérer qu'on aille très très vite dans cette direction-là, même si tout ce que j'entends de la part de mes amis soudanais me laisse penser que, disons, le général Burhan veut aller à la victoire. Hemeti, sans doute, est un peu plus affaibli qu'il n'en donne l'impression et sans doute plus disposé aujourd'hui à des négociations. Mais l'important et la nécessité, c'est d'avoir les deux protagonistes qui se retrouvent sur la même position. On n'y est pas aujourd'hui et sans doute pas demain. Donc c'est une trêve qui va permettre l'ouverture de voies humanitaires. C'est pour parer à l'urgence, quoi. Oui, c'est ça. Et l'urgence, et c'est un message à la communauté internationale de la part de Hemeti et de Burhan sur le fait que tous les deux savent être raisonnables quand il s'agit des étrangers. On aimerait qu'ils soient raisonnables avec leur propre population.
Les étrangers, en tout cas, ils partent, ils fuient le Soudan. On a entendu Bastien Renouille depuis Djibouti. La France a évacué 538 personnes, dont 209 Français. Comment vous voyez-vous ces départs en urgence? C'est un mauvais signal? La guerre va durer? Écoutez, le signal, oui, on les, à la place, par exemple, de les transférer à Port-Soudan où la situation est, ou ailleurs, hein, où la situation est plus sûre, on les fait quitter le pays. Donc, ça veut dire ça veut dire à la fois que bon, la situation est dramatique et qu'en même temps, bon, les étrangers partent, donc que la guerre va durer. C'est une guerre qui va se dérouler sans témoins internationaux. Ça, c'est un énorme problème quand même, et parce que tout ne peut pas se régler au téléphone. Et puis, en même temps, c'est cette idée que, bon, ben, écoutez, on part et puis on finira par revenir quand il y aura un gagnant. Hein. Et le vainqueur, du point de vue des acteurs de ce conflit, c'est un peu celui qui gagne qui pourra repartir au haut d'une belle page blanche et remettre à plat et redéfinir toutes les relations avec l'extérieur du Soudan. C'est un peu triste et assez triste même pour les Soudanais. Plus de diplomates, peu de journalistes en tout cas sur place. Selon vous, le scénario le plus probable, donc, c'est une défaite des miliciens RSF. Aujourd'hui, est-ce qu'après 10 jours de combat, vous êtes aussi certain d'une victoire d'Al-Bourhan, de l'armée? Écoutez, je ne dis pas ça basé sur une sympathie politique de quelque nature que ce soit ou d'une hostilité vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Comme analyste, je vois mal Hemeti pouvoir gagner cette guerre dans la mesure où aucun État de la région, de la grande région, n'est prêt à acter un support massif. Et ce n'est pas quelques envois de camions-citernes du sud de la Libye qui changeront la destinée, le destin de cette guerre. À l'inverse, le général Burhan a un appui étatique fort avec l'Égypte, qui le soutiendra jusqu'au bout pour des raisons historiques et politiques importantes. À partir de ce moment-là, si vous voulez, c'est une question de temps. La communauté internationale, visiblement, n'a pas de choix. Et pour l'instant, on est juste dans un moment militaire. Donc, les choses sont ainsi. Et donc, la conclusion de cet affrontement, s'il doit durer, c'est la défaite de Hemeti et peut-être le changement de nature de ce conflit, c'est-à-dire passer d'une guerre entre deux corps armés vers des affrontements qui seraient peut-être, à mon avis, pas du tout à Khartoum, mais plutôt dans l'ouest du pays, où là, ça prendra plus des aspects de guerre civile, ce qui est très inquiétant une nouvelle fois pour les Soudanais, qui payent évidemment tout ça de la vie de leurs proches, et peut-être également pour certains pays de la région, notamment le Tchad. Qu'est-ce qui pourrait pousser les civils soudanais à prendre les armes? Écoutez, les gens oublient un peu vite qu'on sort de 30 ans d'un régime dictatorial qui a quand même appauvri la population, ruiné l'économie, créé de multiples tensions sur des bases régionalistes ou ethniques. Et les civils n'ont été au pouvoir et ont commencé à améliorer la situation que pendant un peu plus disons pratiquement 2 ans. Donc il fallait du temps pour reconstruire une économie, il fallait une aide internationale qui puisse se déployer avec une certaine assurance sur la pérennité de la planification faite. Bon, tout ça a disparu avec le coup d'État d'octobre 2021, pardon. Et à partir de ce moment-là, on est dans une situation où les gens survivent, et quand ils survivent, eh ben, les tensions sont très fortes, et c'est de plus le régime, mais aussi les RSF ont multiplié les recrutements et l'armement de civils. Donc, si vous voulez, il y a des zones où ça n'aura pas de véritable incidence en termes de sécurité, mais il y a des zones, et je pense à l'ouest du Kordofan et au Darfour, où là, ça risque de dégénérer et de produire des troubles beaucoup plus forts et beaucoup plus meurtriers que ce à quoi nous assistons depuis d'ailleurs de nombreuses années.
Une dernière question, Roland Marchal. Vous évoquiez cette transition. Où sont aujourd'hui les partis politiques et les représentants de la société civile qui avaient participé à cette révolution? Est-ce qu'ils ont pris position dans cette guerre? Alors, il faut, je crois qu'il faut les critiquer, d'une part parce que, si vous voulez, le jeu des militaires, de ces généraux, aujourd'hui s'explique aussi par la faiblesse et les divisions des organisations civiles. Et donc les élites politiques soudanaises auront un minimum d'introspection à faire pour quand même se dire que l'échec, la destruction de leur capitale, c'est pas simplement de méchants généraux et c'est pas simplement une mauvaise communauté internationale qui n'a pas su mettre les pressions, c'est aussi lié à leurs égarements nombreux et multiples depuis 2019. Mais d'un autre côté aussi, il faut quand même reconnaître que ce sont des civils, et je crois qu'il faut être fier d'être civil et de faire de la politique de façon civile. Et évidemment, dans un moment où l'exacerbation des combats est telle qu'elle détruit une capitale, il est très difficile à des gens qui veulent avoir une position modérée et réfléchie de pouvoir parler, d'autant plus qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux et même le téléphone ne fonctionnent plus, Internet et même le téléphone ne fonctionnent plus ou de façon très aléatoire à Khartoum et dans nombre des provinces. Merci beaucoup Roland Marchal d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS.